Après 10 ans dans le coma, je me suis réveillée mais j'ai gardé les yeux fermés. Ce que j'ai entendu ma famille comploter autour de mon lit d'hôpital m'a fait appeler la police. Salut, belles âmes. Prenez une seconde pour vous abonner. Laissez un petit coucou amical dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Maintenant, continuons l'histoire. Les ténèbres avaient été mon monde pendant ce qui m'avait semblé une éternité. Mais soudain, quelque chose a changé. J'entendais le bip régulier des machines, le bourdonnement des lumières fluorescentes, des pas lointains dans un couloir. Mon esprit luttait à travers des couches de brouillard, désespéré de comprendre. Où étais-je? Combien de temps étais-je resté là? J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mon corps refusait d'obéir. La panique m'a envahi jusqu'à ce que j'entende une voix. Celle de ma mère. Elle est comme ça depuis 10 ans, a dit maman, d'un ton plat et froid. 10 ans. Mon cœur, où qu'il soit dans cette prison de chair, a semblé s'arrêter. J'avais 23 ans lors de l'accident. L'accident de voiture. Je me souvenais maintenant. Le crissement des pneus, l'impact, puis plus rien. Maintenant, j'avais 33 ans et j'avais manqué une décennie de ma vie. L'argent de l'assurance est là depuis tout ce temps, a dit une autre voix. Ma sœur Kesha, 2 millions qui attendent, plus le règlement de la compagnie de camions. Maman a ajouté, encore 3 millions. 5 millions. Les mots résonnaient dans mon esprit. Mes doigts ont légèrement bougé. Je me réveillais. Tous mes instincts me hurlaient d'ouvrir les yeux, de leur faire savoir que j'étais là, que je les entendais. Mais quelque chose dans leur voix, quelque chose de froid et de calculateur, m'a fait hésiter. Et dans cette hésitation, j'ai entendu quelque chose qui a tout changé. Alors, quand est-ce qu'on débranche? A demandé Kesha, comme si elle parlait d'un plan pour le dîner. Mon sang s'est glacé. Le docteur a dit qu'on pouvait prendre cette décision n'importe quand, a répondu maman, et j'ai entendu des papiers bruisser. J'ai déjà les formulaires DNR prêts. Dès qu'elle sera partie, l'argent nous reviendra en tant que proche. Ses comptes bancaires, le fonds fiduciaire. Papa lui a tout laissé. Mon père. Papa. Les souvenirs ont afflué. Son sourire chaleureux, son rire, la façon dont il m'appelait toujours sa petite guerrière. Il était mort 5 ans avant mon accident, me laissant tout parce que j'étais la seule à être restée à l'école, à avoir fait quelque chose de ma vie. Il avait été si fier quand j'avais obtenu mon diplôme de médecine en avance. J'étais censée commencer ma résidence la semaine suivant l'accident. Et Marcus? A demandé une voix masculine. Mon frère, de 3 ans mon aîné, toujours jaloux que papa ait payé mes études alors qu'il avait abandonné les siennes. Quoi, Marcus? A rétorqué Kesha. Il n'est même pas venu. Il n'aura rien. Je dis juste qu'il pourrait poser des questions, a dit Marcus. Tu sais comme il était protecteur avec Maya à l'époque. Maya, mon nom. L'entendre était surréaliste, comme s'il parlait d'une étrangère. J'avais envie de hurler, de bouger, de faire n'importe quoi. Mon index droit a de nouveau bougé, plus fort cette fois. J'ai concentré toute mon énergie dessus, essayant de reprendre le contrôle de mon corps. Marcus ne dira rien une fois qu'on lui aura donné sa part, a dit maman avec décision. Donne-lui 200 000 $, il se taira. Il a besoin de cet argent pour ses frais d'avocat de toute façon. La cruauté désinvolte dans sa voix m'a dévasté plus que les mots eux-mêmes. Pendant qu'il continuait à parler de partager les bénéfices de ma mort, mon esprit s'est échappé vers des temps meilleurs. J'avais 7 ans, assise sur les genoux de papa pendant qu'il me lisait des histoires pour m'endormir. Tu es spéciale, Maya, murmurait-il. Tu as quelque chose en toi qui va changer le monde. Ne laisse personne éteindre ta lumière, ma petite. Pas même la famille. Même à l'époque, il savait. Il avait vu comment maman me traitait différemment, comment mes frères et sœurs me jalousaient pour l'attention qu'ils me portaient. Maman avait avoué un jour, pendant une dispute, qu'elle avait voulu me faire adopter. Papa avait insisté pour me garder, pour m'aimer, pour s'assurer que j'ai toutes les opportunités. Tu te souviens quand elle se croyait meilleure que nous? La voix de Kesha m'a ramené au présent. Je vais devenir médecin. Je vais sauver des vies. Eh bien, regarde-la maintenant. Elle ne peut même pas se sauver elle-même. Ils ont ri. Tous les 3 ont ri de moi, allongée là, impuissante. Le bip de mon moniteur cardiaque s'est accéléré légèrement.
Je me suis forcée à me calmer, à garder une respiration régulière. Il ne devait pas savoir que j'étais réveillée. Pas encore. Je devais comprendre ce qui se passait. Je devais trouver quoi faire. Quand comptes-tu le faire? A demandé Marcus. Ce week-end, a dit maman. Le docteur Davis est de garde. Il signera n'importe quoi. Je lui ai déjà parlé, je lui ai glissé $5000 pour que les papiers passent sans problème. 4 jours. J'avais 4 jours pour survivre à ma propre famille. À travers le brouillard de ma conscience qui se réveillait, d'autres souvenirs se sont cristallisés. Je rentrais de l'hôpital après un shift de 36 heures pendant mes rotations en école de médecine. J'étais épuisée, à peine capable de garder les yeux ouverts, mais j'étais si proche de réaliser mon rêve. Encore 1 an, et je serais docteur Maya Thompson, la plus jeune médecin de l'histoire de notre famille, la première. Un camion avait grillé un feu rouge. L'impact avait été instantané et catastrophique. Je me souvenais de la sensation de voler, du verre qui se brisait, d'une douleur si intense qu'elle avait tout effacé. Puis rien. 10 ans de rien. 10 ans où ma famille me rendait visite, prétendant s'en soucier tout en attendant secrètement que je meure. Tu crois qu'elle peut nous entendre? A soudain demandé Marcus, et mon rythme cardiaque s'est emballé. Ne sois pas stupide, a rétorqué Kesha. Les docteurs ont dit qu'elle était un légume, cérébralement morte. Il n'y a rien là-dedans. Elle respire juste parce que les machines la font respirer. Mais je n'étais pas sous respirateur. Je sentais mon propre souffle aller et venir. Il ne connaissait même pas les détails de mon état. Il n'avait jamais assez pris la peine d'apprendre. Je dis juste que parfois, j'ai l'impression qu'elle me regarde, a continué Marcus. Comme si elle savait. Garçon, tu es fou, a dit maman avec mépris. C'est la culpabilité qui parle. Tu as toujours été faible avec Maya. Mais elle ne sait rien et elle ne saura jamais rien. D'ici dimanche soir, elle sera incinérée et nous serons riches. Incinérée. Ils allaient brûler mon corps, effacer toute preuve, s'assurer que personne ne puisse jamais remettre en question ce qu'ils avaient fait. Après leur départ, j'ai reposé dans le silence, concentrant chaque once d'énergie sur mon corps. Mon doigt avait bougé. Cela signifiait que la connexion entre mon cerveau et mon corps n'était pas complètement coupée. J'étais peut-être paralysée, mais pas définitivement. La neuroplasticité que j'avais étudiée en école de médecine pouvait me sauver la vie. Le cerveau pouvait se recabler, surtout après un traumatisme. J'avais juste besoin de temps. Du temps que je n'avais pas. J'ai commencé par mes orteils. Pied gauche d'abord, rien. Pied droit. Une légère sensation de picotement. J'ai concentré plus fort, imaginant mon cerveau envoyer des signaux le long de ma colonne vertébrale, à travers les nerfs, jusqu'aux fibres musculaires. Des heures ont passé. Mon gros orteil droit a bougé, à peine, mais il a bougé. Progrès. Une infirmière est entrée pour vérifier mes constantes. Salut, ma chérie, a-t-elle dit doucement. Sa voix était gentille, sincère. Je suis l'infirmière Patricia. Je m'occupe de toi depuis 3 ans maintenant. Ta maman et ta sœur étaient là tout à l'heure. Elle semblait discuter de quelque chose de sérieux. Elle a marqué une pause et j'ai senti sa main sur mon bras. Je ne sais pas si tu m'entends, ma puce, mais quelque chose ne va pas avec elle. J'ai travaillé dans les hôpitaux pendant 25 ans et j'ai vu beaucoup de familles. La plupart des gens qui visitent des patients comateux leur parlent, leur passent de la musique, leur lisent des livres. Ta famille, ils se contentent de rester là à parler d'argent et à regarder leur téléphone. Aujourd'hui, c'était la première fois que je les entendais parler de toi, et ça n'avait rien d'affectueux. Patricia se doutait de quelque chose. L'espoir a vacillé dans ma poitrine. Mais comment pouvais-je communiquer avec elle? J'ai concentré sur ma main droite, celle qui avait bougé plus tôt. Bouge, je lui ai ordonné. Bouge, bon sang. Mon index a tremblé, puis s'est légèrement soulevé du lit. Oh mon Dieu, a murmuré Patricia. Tu m'entends? Si tu m'entends, essaie de bouger ce doigt encore. J'ai rassemblé toute ma force et ma volonté. Mon doigt a bougé plus délibérément cette fois, puis redescendu. 1 fois, 2 fois. D'où Jésus, a soufflé Patricia. Elle a appuyé sur le bouton d'appel. Docteur Morrison,
vous devez venir immédiatement en chambre 347. Nous avons un mouvement réactif de la patiente. En quelques minutes, la pièce s'est remplie de personnel médical. Le docteur Morrison, un homme blanc d'âge moyen aux yeux bienveillants et aux tempes grisonnantes, s'est penché sur moi. Maya Thompson, si vous m'entendez, je dois vous demander de bouger ce doigt encore. Je l'ai fait. La pièce a explosé en murmures excités. Faisons une évaluation neurologique complète, a ordonné le docteur Morrison. Et ne contactez pas la famille pour l'instant. Je veux d'abord comprendre ce à quoi nous avons affaire. C'est extraordinaire. 10 ans dans un état de conscience minimal et maintenant elle montre des mouvements intentionnels. Ils ont fait des tests, braquant des lumières dans mes yeux. Je voyais la luminosité derrière mes paupières closes, touchant différentes parties de mon corps, me demandant de bouger les doigts correspondants. Je ne pouvais pas tout faire, mais je pouvais répondre. Ils ont découvert que j'avais le syndrome d'enfermement, pleinement consciente mais presque complètement paralysée. Sauf que j'en sortais lentement, reprenant des fonctions. C'est remarquable, a dit le docteur Morrison. Ces scanners cérébraux montrent une activité significative. Je crois qu'elle est consciente depuis un certain temps, peut-être des jours ou des semaines, et ses voies neurales se rétablissent. Avec une réhabilitation intensive, elle pourrait récupérer une fonction significative. Dois-je appeler sa mère ? A demandé Patricia. Laissez-moi d'abord vérifier son dossier, a dit le docteur Morrison. Quelque chose. Attendez, il y a un ordre DNR ici, déposé aujourd'hui, mais la patiente montre des signes clairs de conscience et de récupération. Ça n'a pas de sens. La voix du docteur Morrison est devenue sérieuse. Patricia, quelque chose ne va pas ici. Très mal. Cet ordre DNR a été déposé aujourd'hui, mais regardez la date du dernier scanner cérébral. C'est d'il y a 3 jours, et il montre des schémas d'activité normaux. Quelqu'un a déposé cet ordre DNR en sachant que la patiente était potentiellement consciente. C'est sa mère qui l'a déposé, a dit Patricia calmement. Elle est venue ce matin avec les papiers. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus voir sa fille souffrir. Qu'il était temps de la laisser partir. Mais docteur, je vais être honnête avec vous. Cette femme n'a pas souffert de voir sa fille. Elle a souffert de voir les factures médicales. Même si l'assurance couvre tout. Depuis combien de temps êtes-vous l'infirmière de Maya ? 3 ans. Et en 3 ans, j'ai vu cette famille peut-être 20 fois au total. Mais le mois dernier, ils étaient là presque toutes les semaines. Depuis que la compagnie d'assurance a envoyé cette lettre sur le paiement de la police, celle qui traînait par accident à la station des infirmières. Keisha l'a vue, m'a posé des questions sur les soins de sa sœur. Je pensais qu'elle voulait juste comprendre. Maintenant, je pense autrement. Le docteur Morrison m'a regardé. Maya, je sais que vous m'entendez. Ce que je vais vous demander est très important. Clignez une fois des yeux pour oui, 2 fois pour non. Voulez-vous l'ordre DNR ? Voulez-vous que nous vous laissions partir ? 2 clignements. Fort, délibéré. Je voulais vivre. Pensez-vous que votre famille a vos meilleurs intérêts à cœur ? 2 clignements. Vous sentez-vous en danger ? Un clignement. Oui. Le docteur Morrison s'est redressé. Patricia, nous devons contacter la sécurité de l'hôpital et le comité d'éthique immédiatement, et me mettre en relation avec les services de protection des adultes. Je crois que nous avons une tentative de meurtre ici. Les mots flottaient dans l'air comme une sentence de mort, sauf que cette fois, ce n'était pas la mienne. C'était la leur. Le détective James Wilson est arrivé 3 heures plus tard. C'était un grand homme noir d'une 50aine d'années au visage buriné et aux yeux fatigués qui en avait trop vu. Patricia avait appelé la police directement après l'évaluation du docteur Morrison, signalant des soupçons de maltraitance sur personne âgée. Bien que je n'ai que 33 ans, je relevais des lois de protection des adultes dépendant en raison de mon état. Mademoiselle Thompson, a dit doucement le détective Wilson en tirant une chaise près de mon lit. Je vais vous poser des questions par oui ou non. Clignez une fois pour oui, 2 fois pour non. Nous irons lentement. D'accord ? Un clignement. Avez-vous entendu les membres de votre famille discuter de votre mort ? Un clignement. Mon moniteur cardiaque bipait plus vite. C'est bon. Vous êtes en sécurité maintenant, m'a-t-il assuré.
Ont-ils parlé d'un gain financier à votre mort? Un clignement. Ont-ils mentionné un calendrier précis? Un clignement. Bientôt? Dans la semaine? Un clignement. La mâchoire du détective Wilson s'est crispée. Ont-ils mentionné ce week-end? Un clignement. Une larme a coulé sur ma joue. La première fois que je pouvais produire des larmes depuis mon réveil. Plusieurs membres de la famille ont-ils participé à cette discussion? Un clignement. Plus de 2 personnes. Un clignement. Il a sorti son téléphone et a passé un appel. Ouais, c'est Wilson. J'ai besoin d'une autorisation de surveillance pour la chambre 347 à l'hôpital général. Soupçon de conspiration pour meurtre. La patiente est consciente et a confirmé avoir entendu les plans. J'ai besoin d'audio et de vidéo, et j'en ai besoin hier. En 1 heure, ils avaient installé des caméras et des micros cachés dans toute ma chambre. Le docteur Morrison avait été magnifique. Il avait appelé maman et lui avait dit qu'il y avait des complications avec mes soins, qu'elle devrait venir demain pour discuter de mon plan de traitement. C'était l'appât parfait. Le lendemain matin, maman est arrivée avec Kesha et Marcus. J'ai gardé les yeux fermés, ma respiration régulière, mais à l'intérieur, j'étais une tempête d'émotions. Ces gens étaient censés m'aimer, me protéger. Au lieu de cela, ils planifiaient mon meurtre. Quelle complication? A demandé maman au docteur Morrison avec suspicion. Son activité cérébrale fluctue. A-t-il menti avec aisance? Avant de procéder avec l'ordre DNR, je voulais faire quelques tests supplémentaires. C'est la procédure standard pour la protection légale. Nous voulons être absolument certains qu'elle ne montre aucun signe de récupération potentielle. On a déjà décidé, a dit Kesha sèchement. L'ordre DNR est signé. On débranche ce week-end comme prévu. Je comprends votre position, a dit prudemment le docteur Morrison. Mais pour la protection de l'hôpital contre les poursuites, nous devons faire ces tests. Cela prendra quelques jours. Nous pouvons programmer l'arrêt des soins pour lundi à la place. Après le départ du docteur Morrison, ils se sont rassemblés autour de mon lit. Le détective Wilson était dans la pièce d'Axe en grave côté, écoutant chaque mot. Quelque chose ne va pas, a dit Marcus. Pourquoi voudrait-il soudain faire plus de tests? Parce qu'ils couvrent leurs arrières, a dit maman avec dédain. L'hôpital ne veut pas de procès. Laissez-les faire leurs petits tests. Lundi, elle est finie et nous sommes riches. J'ai déjà choisi la maison funéraire, a dit Kesha. La moins chère que j'ai trouvée. Crémation, pas de service. On ne va pas gaspiller d'argent pour un enterrement chic. Malin, a approuvé maman. Moins on attire l'attention, mieux c'est. Les gens pourraient commencer à poser des questions sur pourquoi on ne venait presque jamais. Pourquoi on est soudain si pressé de débrancher juste quand elle est censée s'améliorer. Elle ne s'améliore pas, a dit Marcus, mais sa voix tremblait. Regarde-la. Elle est comme ça depuis 10 ans, et elle le sera pour toujours. Arrête d'être faible, a rétorqué Kesha. Cet argent est à nous. Papa lui a tout laissé parce qu'il pensait toujours qu'elle était si spéciale, si intelligente. Eh bien, être intelligente n'a pas empêché ce camion de la percuter, hein? Tu sais ce que je vais faire avec ma part? A continué Kesha, sa voix dégoulinante de venin. Je vais acheter cette boutique en centre-ville, celle que Maya disait toujours vouloir ouvrir après être devenue médecin. Elle avait tous ses grands rêves. Ouvrir un cabinet, redonner à la communauté, aider les gens. Eh bien, moi, je vais m'aider moi-même à la place. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas juste l'argent ou la trahison. C'était qu'il prenait plaisir à détruire mes rêves, à se moquer de tout ce pour quoi j'avais travaillé. J'avais passé toute ma vie à essayer de rendre papa fier, à prouver que sa foi en moi n'était pas déplacée. Et ces gens, mon propre sang, riaient à mes dépens. Ma main a violemment tremblé. « Tu as vu ça ?» a demandé Marcus en reculant. « Vu quoi ?» Maman s'est approchée. Sa main a bougé. « Garçon, ce ne sont que des spasmes musculaires, » a dit Kesha. « Les morts font ça tout le temps. » Elle n'est pas encore morte, a dit Marcus calmement. Autant l'être, a dit maman froidement. Puis elle a fait quelque chose qui a fait irruption le détective Wilson dans la pièce quelques minutes plus tard.
Elle s'est penchée près de mon oreille et a murmuré. Je ne t'ai jamais voulu de toute façon. Tu étais la favorite de papa, sa précieuse petite Maya. Eh bien, devine quoi? Il est mort, et bientôt tu le seras aussi. Et je vais dépenser chaque centime de ton argent avec un sourire aux lèvres. Mes yeux se sont ouverts d'un coup. Maman a trébuché en arrière, hurlant. Kesha a agrippé la barre du lit. Marcus s'est figé, le visage pâle. Bonjour, maman, ai-je murmuré, ma voix rauque par le désuétude. Surprise. La porte a explosé. Le détective Wilson, le docteur Morrison, Patricia et 2 agents en uniforme ont envahi la pièce. Personne ne bouge, a ordonné le détective Wilson. Vous êtes tous en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un meurtre. Les heures suivantes ont été chaotiques. Maman hurlait sur les droits des patients et les fausses accusations. Kesha a essayé de fuir mais a été attrapée à l'ascenseur. Marcus restait là, les larmes coulant sur son visage, murmurant « Je suis désolé, encore et encore ». J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Mais il avait été prêt à me laisser mourir pour 200 000 $. Cette connaissance a tué toute sympathie qu'il me restait. Ils ont diffusé les enregistrements. Chaque mot, chaque discussion désinvolte de ma mort, chaque plan pour partager mon argent. L'audio était accablant. La vidéo les montrait autour de mon corps soi-disant comateux, discutant de meurtre comme d'une transaction commerciale. La procureure a qualifié cela de l'un des cas les plus évidents qu'elle ait jamais vus. Mais la partie la plus dure n'était pas leur arrestation. C'était d'apprendre toute la vérité. Le détective Wilson a découvert qu'il me volait depuis des années. De petites sommes au début, quelques milliers ici et là de mon compte, des relevés soigneusement falsifiés, puis des sommes plus importantes. Ils avaient falsifié ma signature sur des documents, pris des cartes de crédit à mon nom, empruntées contre mon fonds fiduciaire. Au moment où je me suis réveillée, ils avaient volé près de 400 000 $. Et l'accident, ce n'était pas un accident du tout. Marcus a finalement craqué pendant l'interrogatoire. Il avait saboté les freins de ma voiture 2 jours avant le crash. Il voulait me faire peur pour que j'abandonne l'école de médecine et rentre à la maison où il pourrait me contrôler. Il n'avait pas voulu me mettre dans le coma. Le camion qui avait grillé le feu rouge était pure coïncidence, mais mon incapacité à m'arrêter parce que mes freins avaient lâché. C'était sa faute. Je suis désolé, sanglotait-il pendant sa confession. Je suis tellement désolé, Maya. Maman n'arrêtait pas de dire que tu te croyais meilleur que nous, que tu prenais toute l'attention et l'argent de papa. Je voulais juste te donner une leçon. Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu tout ça. Mais il avait été prêt à finir le travail. C'est ce que je ne pouvais pas pardonner. Il avait eu 10 ans pour avouer, pour se sentir coupable. Il ne s'était senti coupable que lorsqu'il s'était fait prendre. La kinésithérapie était exténuante. Mes muscles s'étaient atrophiés après 10 ans d'utilisation minimale. Chaque mouvement était une agonie. Chaque pas une bataille. Mais j'avais survécu au complot de meurtre de ma famille. Je pouvais survivre à ça. Le docteur Sarachin, ma spécialiste en réhabilitation, était patiente et encourageante. Elle était une immigrante de 2e génération dont les parents étaient venus dans ce pays sans rien. Et elle voyait en moi la même détermination qu'elle avait vue en eux. « Vous êtes remarquable », m'a-t-elle dit un jour, 6 semaines après le début de la thérapie. Je n'ai jamais vu personne progresser aussi vite. La plupart des gens dans votre état mettent des années à retrouver une mobilité de base. Vous marchez déjà avec assistance. Je suis motivée, ai-je simplement dit. La vérité était que j'étais furieuse. La fureur valait mieux que n'importe quelle kinésithérapie. Chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais du rire de Kesha, du murmure froid de maman, de la trahison de Marcus. Je me souvenais d'eux debout au-dessus de mon lit, planifiant ma mort, et je poussais plus fort. Les procédures judiciaires avançaient. Maman, Kesha et Marcus ont tous été accusés de conspiration en vue de commettre un meurtre, de fraude, de maltraitance sur personnes âgées et de vol. Marcus faisait face à des accusations supplémentaires pour le sabotage des freins qui avaient causé mon accident. Leurs avocats ont essayé tous les tours, remettant en question ma mémoire, suggérant que le coma avait endommagé mon cerveau, affirmant que les enregistrements avaient été pris sans consentement. Rien n'a fonctionné.
L'épreuve était accablante. Ce qui m'a le plus surprise, c'est l'élan de soutien de personnes que je me souvenais à peine. Mes anciens camarades de classe de l'école de médecine ont créé une collecte de fonds pour ma réhabilitation. Le personnel de l'hôpital est devenu ma famille de substitution. Patricia passait me voir tous les jours, même quand elle n'était pas affectée à mon étage. Le docteur Morrison plaidait sans relâche pour mes soins continus. Et puis il y avait David. Le docteur David Martinez, un neurologue consulté sur mon cas. Il était brillant, gentil, et me traitait comme une personne, pas une patiente. Nous parlions pendant des heures de tout et de rien. Médecine, musique, vie, perte. Vous allez vous en sortir, m'a-t-il dit un soir. Mieux que ça. Vous allez être extraordinaire. Je ne me sens pas extraordinaire, ai-je admis. Je me sens brisée. Les choses brisées guérissent plus fortes, a-t-il dit doucement. Vous en êtes la preuve. Le procès a duré 3 semaines. J'ai témoigné depuis un fauteuil roulant, ma voix stable malgré les tremblements de mes mains. J'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Maman, Kesha, Marcus, et j'ai tout raconté au jury. La salle d'audience était silencieuse sauf pour ma voix et les sanglots occasionnels de Marcus. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Maman a eu 25 ans. Kesha 20. Marcus 30 à cause du sabotage des freins. Ils seraient vieux à leur sortie. S'ils sortaient. Une partie de moi ressentait du soulagement, mais surtout je me sentais vide. Ces gens étaient censés m'aimer. Au lieu de cela, ils avaient essayé de me tuer 2 fois. Après la condamnation, je suis allée au cimetière où papa était enterré. C'était la première fois que j'y allais depuis avant l'accident. David poussait mon fauteuil roulant. Je pouvais marcher sur de courtes distances maintenant, mais le cimetière était grand et je me fatiguais facilement. « Salut, papa », ai-je murmuré en touchant sa pierre tombale. Je l'ai fait. J'ai survécu. Je sais que tu serais fier de moi, mais je sais aussi que tu serais dévasté par ce qu'ils ont fait. Je suis désolée de ne pas avoir pu protéger ta famille. Je suis désolée qu'ils soient devenus comme ça. Les larmes coulaient sur mon visage. Des larmes purificatrices, des larmes qui guérissent. Je retourne à l'école de médecine. Le docteur Chin pense que je peux le faire. Pense que je peux terminer ma résidence. Ça prendra du temps et ce sera dur, mais je n'abandonne pas notre rêve. Je vais devenir docteur Maya Thompson comme je te l'ai promis. Et je vais aider les gens, de vraies personnes qui en ont besoin. Je vais être la personne que tu as toujours cru que je pouvais être. David a doucement serré mon épaule. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les tombes. Quelque part au loin, un oiseau chantait. La vie continuait malgré tout. Malgré la trahison, malgré la perte, malgré la douleur, j'avais 33 ans. J'avais perdu 10 ans de ma vie. Mais j'avais aussi gagné quelque chose. La clarté sur qui comptait vraiment, une force que je ne savais pas avoir, et une seconde chance que la plupart des gens n'ont jamais. Alors que David me ramenait à la voiture, j'ai regardé une dernière fois la tombe de papa. Merci de n'avoir jamais abandonné sur moi, ai-je murmuré. Même quand tous les autres l'ont fait. Le truc avec la trahison, c'est qu'elle ne brise pas seulement votre cœur. Elle brise votre compréhension du monde. Mais le truc avec la survie, c'est qu'elle vous reconstruit plus fort qu'avant. J'avais perdu ma famille, mais je m'étais trouvée. Et parfois, c'est la seule famille dont vous avez vraiment besoin. Si vous faites face à la trahison de personnes que vous aimez, sachez ceci. Votre valeur n'est pas définie par la façon dont les autres vous traitent. Vos rêves ne sont pas diminués par ceux qui n'y croient pas. Et parfois, la famille que vous choisissez est plus puissante que celle dans laquelle vous êtes né. Défendez-vous. Protégez-vous parce qu'à la fin de la journée, vous êtes la seule personne qui sera là pour vous pour toujours. 6 mois plus tard, je suis entrée pour mon premier jour de retour à l'école de médecine sans assistance. C'était le moment le plus fier de ma vie. Pas parce que j'avais survécu, mais parce que j'avais décidé que survivre ne suffisait pas. J'allais prospérer et je le ferais à mes conditions. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et partager vos propres histoires de dépassement de la trahison dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et votre histoire n'est pas terminée. Les meilleurs chapitres restent à venir.